Bonjour à tous. Après ce qui s'est passé le 7 octobre, Israël a rappelé 300 000 réservistes pour répondre à l'offensive contre le Hamas et le Hezbollah. Il s'agit de la plus grande mobilisation jamais réalisée par le pays. Bien sûr, cela désorganise puisque de nombreux appelés et réservistes ne sont plus à leur poste. Dans les bureaux, les entreprises, les écoles, les commerces, les restaurants, plus personne non plus dans les champs pour cueillir les fruits et les légumes. Mais Israël, pour s'en sortir, a ses propres ressources. Le volontariat, la solidarité, le bénévolat. Interne et externe comme nous le verrons. Les volontaires sont nombreux. Ils sont les bienvenus pour sauver la production agricole des kibboutz attaqués. Des barbecues géants, des soirées avec chanteurs et DJ sont organisés dans les bases de Tsahal pour distraire les soldats. On cuisine pour eux, on les transporte, on les soigne. C'est le cas de Fabrice Alphon, créateur des Kinés du Cœur, que l'on peut retrouver sur sa page Facebook. Fabrice Alphon, bonjour. Bonjour. Dites-moi, les Kinés du Cœur, c'est combien de personnes? Alors aujourd'hui, on a un groupe WhatsApp, on a à peu près 140, 150 thérapeutes de tout ordre, des kinés, des podologues, des ostéopathes, tout ce qui est thérapie manuelle. Et on va dire qu'en actif, on est à peu près 90 et voilà, il y a une rotation qui se fait. Dites-moi Fabrice Alphon, qu'est-ce qu'un kiné, un podologue, un ostéopathe peut apporter aux soldats de Tsahal? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. La guerre est longue, ça fait maintenant 4 mois que les soldats sont sur le terrain, dans des conditions compliquées, difficiles. Il faut juste comprendre, pour ceux qui sont pas tout à fait au fait de ça, c'est qu'il y a énormément de soldats mobilisés et qu'il n'y a pas assez de bases, en fait. Donc il y a beaucoup de soldats qui sont dans des bases avec un confort spartiate, mais un confort quand même. Mais il y a énormément de soldats qui sont sur le terrain. Donc ils sont sous des tentes, dans des kibboutz qui sont pas faits pour accueillir des soldats. Ils dorment dans des gymnases, ils dorment dans des hangars, ils portent des équipements lourds, ils sont dans des tanks pendant des jours et des jours. Donc voilà, nous on a notre place à ce niveau-là. On vient soulager les corps et un peu les âmes aussi. Vous avez assisté, dites-vous, plus de 50 bases et porté assistance à près de 8000 soldats. Oui, alors on n'a pas fait une comptabilité stricte, mais c'est à peu près ça. On a commencé, en fait, ça a commencé le 10 octobre, donc au tout début de la guerre, où dans une nuit d'insomnie, je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire moi dans cette guerre. J'ai mon fils qui a été mobilisé, mon gendre qui a été mobilisé, et très vite je me suis dit moi je suis kinésithérapeute, on peut peut-être apporter des soins. Et ça a démarré comme ça. J'ai mis un post Facebook en disant voilà, qui veut m'accompagner voir des soldats. Et j'avoue qu'au moment où je poste ça, je ne sais pas où je vais, avec qui, comment accéder aux soldats, etc. Et très vite, ça a pris. J'ai tout de suite des confrères, des consoeurs qui m'ont contacté, qui m'ont dit écoute, je viens avec toi. Et la première sortie, c'était le 19 octobre, où par le biais d'une de mes bénévoles, on a pu aller à Berry. Tout de suite, on a été, j'allais dire, dans le vif du sujet. On a été à Berry où un soldat qu'on a eu au téléphone nous a dit écoute, moi j'ai 4 gars chez moi qui sont pas très bien, est-ce que vous pouvez venir les voir? On a dit bien sûr, et en fait ils étaient pas 4, ils étaient 150, et l'aventure a démarré comme ça. Et aujourd'hui c'est les soldats qui nous appellent, en fait, notre nom circule de base en base, et on a vu à peu près 50 bases, mais si on devait répondre à toutes les sollicitations, je pense qu'on en aurait vu 150. On est aussi limité par le temps. De France, on pourrait vous aider comment? Alors, nous, j'allais dire que la force humaine, on l'a. Voilà, les bénévoles, je les ai, ils sont fidèles, ils sont extraordinaires. 2 fois par semaine, j'arrive à mobiliser entre 20 et 40 thérapeutes. Donc ça, on l'a. Le matériel, j'ai réussi à le faire financer par d'autres donateurs, les tables, les crèmes, les huiles, etc. Tout ça, on a. Aujourd'hui, notre pôle de dépenses, c'est l'autobus. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on se déplace, on a un bus, un autocar, dans lequel on met tout notre matériel, parce qu'on a une vingtaine de tables de kiné, des chaises de podologie, enfin on a du matériel, et un bus à peu près 700 € à chaque sortie. Donc le calcul est vite fait, on sort 2 fois par semaine, ça fait entre 1400 et 1500 € par semaine. Donc voilà, si vous voulez nous aider, vous pouvez tout à fait le faire. On a aujourd'hui des associations qui nous parrainent. Donc on a une association en France, une association en Israël, et même une association aux États-Unis. Donc en France, c'est l'association Netzach. Je vous donnerai les coordonnées. C'est très simple. Vous allez sur Allodon, Netzach, vous cliquez sur Kiné du Cœur, le reçu sort instantanément.
On a aussi une association en Israël et aux États-Unis. Donc voilà, aujourd'hui, on a besoin d'argent pour financer nos déplacements, essentiellement nos déplacements. Fabrice Alphon, comment vous voyez le futur? Écoutez, de la même façon que c'est né sans savoir où on allait, j'en parlais hier, j'ai l'habitude de prendre le micro quand on quitte une base, et on était dans une base hier, et c'est une question qu'on se pose tous les bénévoles. Je dis souvent et on se dit souvent qu'on vit quelque chose d'extraordinaire qu'on aurait aimé ne jamais vivre. Parce que c'est une aventure humaine fantastique. Les soldats sont, pour ceux qui en doutent, extraordinaires. Voilà, ça fait 4 mois. En 4 mois, j'ai pas rencontré un soldat qui m'a dit j'en ai marre. Voilà, pas un seul m'a dit stop, ça suffit. Maintenant, faut rentrer à la maison. Pas un. L'avenir, on ne sait pas. On aimerait que l'aventure, on aimerait évidemment que la guerre s'arrête. Ça coule de source. Mais on aimerait que les kinés du cœur perdurent. Alors peut-être continuer. En fait, ce qu'on essaye là, on essaie de gagner une légitimité auprès de l'armée. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, on peut rentrer facilement, on peut rentrer dans des bases militaires, mais en temps normal, c'est très compliqué de rentrer dans une base. Vous pouvez pas arriver avec votre autobus en disant bonjour, on est 25 civils et on va venir masser vos soldats. Donc, on essaye actuellement de tisser un réseau. J'ai pu m'entretenir ce matin avec le colonel Olivier Rafovitch, qui maintenant est au courant de ce qu'on fait, qui nous a félicité. Voilà, on essaie de vraiment tisser un réseau pour obtenir une légitimité. On espère, en tout cas les bénévoles, on espère pouvoir continuer à apporter notre aide aux soldats après la guerre. Fabrice Alphon, merci pour votre témoignage et bonne continuation. Merci beaucoup, merci de nous avoir reçus. Avec Internet, on le sait, il y a du mauvais, mais il peut y avoir aussi du bon. Les réseaux sociaux, dans ce cas, sont d'une grande utilité et efficacité. C'est ce que va nous confirmer Hanaï Fergan. Hanaï Fergan, bonjour. Bonjour Alexandre. Dites-moi, grâce à Internet et depuis Tel Aviv, vous avez réussi à recruter, et je mets ce mot entre parenthèses, un groupe de volontaires, de bénévoles que vous envoyez sur tout type de mission. Expliquez-nous. Bien, d'abord, je vais vous expliquer comment ça a commencé. Je suis dans un groupe qui s'appelle Tsaïrim, qui avait posé sa candidature au conseil municipal de Tel Aviv. Et après la guerre, évidemment, les élections, c'était complètement hors d'actualité. Et on a essayé de voir comment on pouvait se rendre utile à Tel Aviv. Alors au début, on s'est associé avec une boîte de high-tech et encore une association à but non lucratif, et on réunissait toutes les demandes, qu'on appelle un hamal, un quartier général comme ça, on réunissait toutes les demandes de n'importe quoi, genre un soldat a oublié ses lunettes chez lui alors qu'il est déjà à sa base, on trouvait un chauffeur qui allait chercher les lunettes chez lui et qui les amenait à sa base. Il y avait des gens des lits de bébés dans un hôtel pour évacuer, enfin c'était toutes sortes de trucs. C'était quelque chose comme 400 demandes réglées par jour, à la fois à l'aide de la programmation de la boîte de high-tech, qui nous avait d'ailleurs prêté ses locaux, et à la fois les volontaires qui étaient donc grâce à la programmation de high-tech, on faisait matcher les demandes avec les offres. Et c'est comme ça que, en fin de journée, on avait quelque chose comme 400 demandes qui étaient remplies. Et tous les jours, il y avait il y avait plusieurs groupes qui se relevaient de 8 heures à midi, de midi, etc. Et après, ça s'est un peu calmé. Il y avait moins de demandes. Ça, c'était la folie du départ. Et j'ai ressenti aussi beaucoup de gens qui avaient besoin de faire quelque chose et qui savaient pas par où prendre le taureau par les cornes. Et donc, j'ai créé ce groupe le 9 octobre. Et après, ça, c'est parti comme un feu dans un champ, quoi. Je dois dire que le volontariat sert autant les volontaires que ceux qui en bénéficient. Parce que plutôt que de rester chez soi en train de regarder la télévision et s'angoisser avec les informations, eh ben on fait quelque chose d'utile, etc. Moi, je suis seulement une intermédiaire. Je n'organise rien. Je donne les informations. Ce que je fais, c'est que je vais chercher les informations. Je vais chercher les informations chez les hébraïsants parce qu'il y a plusieurs années que je suis en Israël. Donc, je parle très bien, je lis très bien l'hébreu. Donc, chez les hébraïsants, chez les anglophones, chaque fois qu'il y a une mission, etc. Et finalement, chacun qui a un emploi du temps en dehors de ça arrive à trouver quelque chose à faire le jour où il est libre.
que ce soit le matin, le soir, dans la journée, il y a toujours quelque chose à faire. Alors, si vous voulez des exemples, bon, bien sûr, il y a l'agriculture qui prend une grande partie du volontariat, mais pas que. Il y a la cuisine dans les restaurants. Alors là aussi, il faut toujours être à jour parce que il y a des restaurants qui avaient ouvert leurs portes pour faire de la cuisine pour les soldats qui, voyant la situation se calmer, ont réouvert la porte pour avoir des clients parce que quand même, il faut qu'ils gagnent leur vie. C'est bien beau de faire des repas toute la journée pour les soldats, mais il faut quand même qu'ils gagnent leur vie. Donc, il faut toujours être up-to-date, quoi, savoir qui a fermé, qui a ouvert, qui encore truc. Ensuite, il y a la frachatrala. Il y a un truc intéressant, c'est la fabrication de tzitzit. Figurez-vous qu'il y avait une demande parce que les titites en général sont blancs, ça ne convient pas pour l'armée. Les fils doivent rester blancs et le haut doit être foncé, donc on ne pouvait pas les teindre. Donc finalement, il y a quelqu'un qui s'est adressé à une femme d'affaires qui avait beaucoup de commerce avec l'Asie, qui a voulu lui faire une grande commande, mais elle a dit que c'était impossible dans un laps de temps d'une semaine. Et donc on s'est mis à faire des titiotes. Elle a ouvert un atelier chez elle. Et après, les soldates étaient jalouses, donc on a fait des bracelets pour les jeunes soldates. Les soldats aussi les mettent avec une petite pièce de tzedaka. Enfin bref, il y a beaucoup d'imagination, il y a beaucoup d'initiatives, c'est un truc incroyable. Il y a la visite aux malades, il y a ranger tous les stocks de linge et de trucs qu'on accumule. Il y a un trafic de valises c'est-à-dire tous les gens qui viennent de France et qui proposent de prendre une valise pour des équipements éventuels pour les soldats. Alors on leur fait des prix à la compagnie d'aviation, donc un trafic de valises, un trafic de cigarettes. Euh, il y a, je sais pas, il y a des télim évidemment. Il y a aussi les aides au logement pour les évacuer. Enfin bon bref, voilà. Ranaï Fergan, est-ce que vous avez senti un engouement de l'étranger, je pense à la France, pour venir en aide au pays dans ces moments difficiles? Alors, dans mon groupe, il y a énormément de Français. Parce que finalement, cette formule leur plaît, parce qu'ils prévoient leur voyage de telle date à telle date et ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pendant ce laps de temps. Alors, il y en a qui sont pas capables de faire de l'agriculture tous les jours. Je dois dire que c'est assez dur parce qu'il faut, souvent c'est au sol, hein, c'est pas debout. Les agrumes, c'est bien, c'est debout, mais il n'y a pas que les agrumes. Et donc, ils aiment bien, et en plus, ils aiment bien aussi diversifier leur activité. Donc, finalement, là, aujourd'hui, par exemple, il y a une exposition de tableaux d'artistes israéliens où les gens peuvent venir acheter des tableaux israéliens et tous les revenus vont aller aux réservistes, aux familles de réservistes. Enfin bref, donc chacun trouve quelque chose qui correspond à ses capacités physiques, à son planning, etc. J'ai beaucoup de Français qui me demandent, voilà, je viens de telle date à telle date. Je leur ai dit une semaine avant, vous pouvez vous organiser, mais pas plus que ça. Il y en a qui veulent aussi dormir chez l'agriculteur. Alors là, je m'occupe moi, mais je leur donne des adresses. Il y a beaucoup de gens qui s'adressent à moi en message privé parce que je ne veux pas inonder comme ça le groupe. Et, euh, et enfin, ça leur permet comme ça de s'organiser. C'est l'avantage, voilà. Et puis aussi les activités. Il y a des activités avec les Israéliens et ça aussi, ça leur plaît. Ranaï Fergan, quelle est la mission à laquelle vous avez participé et qui vous a rendu la plus heureuse, la plus fière? Alors, je vais vous dire, ça a été quand j'ai été dans l'agriculture en bordure de Gaza. Je suis arrivée dans des champs immenses, dans un état lamentable. Je vous parle de ça il y a peut-être un mois ou plus, euh, mais vraiment lamentable. On nous a amenés dans un champ où on avait déterré tout ce qu'il y avait. Apparemment, c'était des tomates. Ils ont remué la terre et ils ont décidé de faire des plants de chou-fleur. Alors ça a été très très dur parce que c'était très en bas et qu'à la fin presque on rampait et qu'on est resté c'était loin pour arriver là-bas. Il y avait des cerfs, donc on entendait
les bombardements, mais on voyait pas. Et de toutes les manières, c'était même pas la peine de se cacher quelque part, puisqu'il n'y avait pas où se cacher. Donc voilà. Le fermier était tellement, enfin l'agriculteur était tellement démoralisé qu'il nous a même pas servi le café. Donc celui qui nous a servi le café, c'est le soldat qui était sur place avec sa petite tasse qu'on a passée de l'un à l'autre et son petit camping-gaz. C'est lui qui nous a offert le café. On a travaillé comme des bêtes, je vous dis, peut-être de 8h30 du matin jusqu'à 3h de l'après-midi. On a planté 25 000 plants de choux-fleurs. Et là, j'étais vraiment très, très fière parce que je me suis dit, quand ils vont revenir dans leur kibbutz à côté de Gaza, ils vont pas voir cette désolation. Ils vont voir tout fleurir. La vie recommence, la vie continue. Et ça, j'ai vraiment senti que on était utile, quoi. Voilà. Si on voulait vous joindre de France, vous êtes sur Facebook? Oui. Je m'appelle Rana Jocelyne Ifergan. Merci Hanna Ifergan pour votre intervention. Du nord au sud, la solidarité s'est déployée en Israël pour aider les soldats. La nourriture est très importante pour l'état d'esprit d'un conscrit. Rebecca, elle habite dans un village près de la frontière du Golan. Elle témoigne de ce qu'elle fait chaque semaine. Et à la fin de son témoignage, je passerai quelques vidéos qu'elle m'a envoyées et qui expliqueront bien mieux que mes paroles ce qui est organisé. Rebecca, bonjour. Bonjour Alexandre. Dites-moi, vous préparez 1200 repas par semaine. Vous n'êtes pas toute seule quand même pour tout préparer. Alors, je prépare toutes les semaines 1200 repas pour les soldats. Et à part ça, nous faisons entre une fois ou deux fois par semaine des barbecues pour les soldats. J'habite dans un village et j'ai réussi à demander aux femmes du village de cuisiner avec moi. Donc, on cuisine chez moi dans ma maison parce que ma maison est cachère et que c'est très important pour les soldats de recevoir de la nourriture cachère. Et on se réunit toutes chez moi à partir de 6h du matin jusqu'à midi. Midi, 1h, on prépare les repas. Quand on a fini de faire les repas, on prépare les courses pour le lendemain. Ensuite, mon mari, lui, il gère l'économie et les dons qu'on reçoit. Et il gère aussi les achats. Et le soir, on reçoit les achats. Et le lendemain, on recommence à 6h du matin. J'ai dit Rebecca, mais votre mari aussi participe à votre élan de générosité. Il vous aide, dites-vous? Par exemple, c'est lui qui s'occupe du barbecue? Non, le barbecue, on a deux volontaires qui sont spécialisés dans le barbecue. Alors, on en a un qui s'appelle Eliav, qui vit dans mon village, et un autre, Richard, un Français de Hedera, qui se porte volontaire. Il vient 2 fois par semaine chez nous, c'est quand même 200 kilomètres, pour faire des barbecues avec nous. Dites-moi, Rebecca, de quelle façon les soldats vous remercient? Je ne sais pas si vous voyez là, mais voilà, j'ai une petite chaîne qu'un soldat m'a préparée. Il m'a cousu ce petit cache de la chaîne pour me remercier d'un des barbecues qu'on a fait. En général, il nous donne le drapeau de l'unité, il nous donne un sweatshirt, il nous donne des petits objets qu'on garde en souvenir de leur unité. La dernière fois, j'ai eu un soldat qui est venu me voir, il me dit, il faut absolument que je te raconte quelque chose. Alors je lui dis, bah vas-y, je t'écoute. Et il me dit, c'est le premier repas que je mange après 70 jours. Pendant 70 jours, on n'a mangé que des boîtes de conserve. Il me dit, c'est le premier repas, ce barbecue. J'ai vu que vous n'oubliez pas dans une des vidéos ceux qui ne sont plus là. Ce qui se passe, c'est que maintenant, les gens commencent à me connaître de bouche à oreille. Et donc, ils me téléphonent. La dernière fois, j'ai dû cuisiner pour une shiva. C'est très triste de cuisiner pour une shiva d'un soldat qui est décédé. Là, il y a une famille qui m'a demandé, qui m'a fait un don pour qu'on puisse faire un repas, un barbecue pour un soldat qui est décédé, qui s'appelle Uriel Cohen, qui est parti à Gaza et qui a laissé une femme et 2 petites filles. Et donc cette semaine, là, dimanche, on a fait un barbecue à sa mémoire. En fait, c'est un peu triste. J'aurais préféré faire que des barbecues pour encourager les soldats, mais là, c'est la vie.
Alors, avant de visionner justement ces vidéos, un commentaire peut-être? On a été, en fait, ce sont des soldats qui ont terminé là 4 mois de Milouim, de réserve, et ils ont voulu faire une petite fête de séparation. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a invités à Hamet Tibériade. Avec les dons, on a donné, on leur a payé l'entrée. Ensuite, on a fait un repas. On leur a fait d'abord une soupe à l'oignon parce qu'on a reçu aussi en don un thermos spécial pour faire des soupes. Donc, on leur a fait une soupe à l'oignon. Ensuite, on leur a fait un repas. On a amené quelqu'un qui est venu les faire rigoler pendant 1 heure et demie. Et à la fin du repas, on leur a servi des gâteaux et des fruits. Et c'est très important parce qu'en fait, ça leur remonte le moral. Ils savent que le peuple est derrière. Et c'est très important. Ça les encourage énormément à continuer à se battre. אני רוצה להודות לתורמים וחלק מהתרומות שנתרמו לזכרו של אוריאל כהן שנפל במלחמת חרבות הברזל. אנחנו מודים מאוד, זה נותן לנו המון כוח ולחזק אותנו בהיבט של כמה הערכה נותנים לנו, וזהו, תודה רבה על האירוח ועל התורמים ועל הכל, אוהבים הרבה. C'est Alex. Je sais pas qui c'est. Alex. Attends. Voilà, Orly là, il commence à recevoir le repas. Tu vois, ça c'est les salades on a achetées. Attends, je vais te montrer là en vidéo. Voilà, tu vois. Là, les soldats. Voilà. Ok. Voilà, on fait cette soirée en l'honneur d'Uriel Cohen. On a préparé une soupe pour les soldats, une soupe à l'oignon. Et voilà, ils sont tous assis en train de manger la soupe. crème חשמל. איך המרק? וואו, יותר טוב משל אמא שלי, שלא תשמע, מדהים. מדהים? איך המרק? היו פאנצ'ים יותר טובים. אז תדעו לכם שאנחנו עושים את זה לעילוי נשמתו של חייל שנהרג, אוריאל כהן. אוקיי? המשפחה שלו תרמה את זה מצרפת. וואלה, alors tous les soldats qui mangent. איך המרק? מדהים. יופי. אתם לא רוצים מרק? יש לכם מרק? אתם אחרי? אז תגיד לי איך היה מרק? אחלה מרק, תודה רבה. יופי. On fait une soirée pour Lucienne. Voilà, alors on a commencé, ça c'est l'entrée, on a commencé par leur préparer une soupe à l'oignon pour tous les soldats qui sont là. Là on a un spectacle avant le repas. Le repas il se fera après. Donc voilà. Et ça c'est un don de notre chère cousine et sœur Orly Toledano et Sion Toledano, que Dieu les bénisse. Voilà. Là, les fruits, tout ça, c'est l'entrée. Hein. Après, il y a le repas. Allez, à tout à l'heure. Rebecca, vous êtes aussi sur Facebook? Oui, je m'appelle Rebecca Sebag Gouri sur Facebook. Merci Rebecca de m'avoir contacté pour nous faire partager l'entraide et la solidarité israélienne. Nous étions dans le nord d'Israël. Nous descendons aux environs de Tel Aviv et retrouvons Anouk Kalfa de Givat Shmuel, une localité à l'est de Tel Aviv, coincée entre Bnei Brak et Petar Tikva. Elle participe avec sa communauté à l'effort de guerre. Elle aussi prépare chez elle, depuis 3 mois, environ 700 repas par semaine pour les Chayalim. Anouk Kalfa, bonjour. Bonjour. Quand vous parlez de communauté, vous êtes combien ? Combien dans la cuisine? Parce que si je compte bien, cela fait une centaine de repas par jour à livrer. Donc à Givat Shmuel, on est environ 200 familles francophones qui avons fait l'Alia entre 20 ans et jusqu'à l'année dernière. Et on a entre autres, donc on est un peu dispatché sur plusieurs synagogues, mais on a une synagogue en particulier où on se réunit, une partie importante de nos familles. Et donc les femmes de notre communauté
participent beaucoup à cette initiative. Alors, en général, on est une quinzaine. Dans les jours où on a eu le plus de monde, on a été une trentaine. Alors, on ne cuisine pas tous les jours, on cuisine 2 fois par semaine. Les demandes principales, c'est pour le Shabbat, donc on prépare jeudi. Donc jeudi, on est nombreuses et voilà, il y a beaucoup de travail. Et le mardi également, on cuisine, mais pour moins de quantité. Cette salle qui vous l'a demandé ou c'était une démarche personnelle? Vous sentiez que vous aviez besoin de vous rendre utile? Alors, tout a commencé donc au début de la guerre. J'avais ma mère qui était en France. Elle avait passé elle habite ici à Givat Shmuel aussi, mais elle était pour quelques jours chez mon frère. Et quand la guerre a éclaté, elle a voulu tout de suite rentrer. Et surtout, elle m'a dit, trouve-moi un moyen de cuisiner pour les Chayalim. Elle était anciennement cuisinière. Elle avait un restaurant à Créteil. Et c'était c'était pour elle très important. Donc, ce qu'on a fait dès qu'elle est revenue, dès qu'elle a pu trouver un billet d'avion, on a commencé à aller dans un GAN à Givat Shmuel qui organisait justement donc des sandwichs et des repas pour les Chayalim. C'était une crèche qui était fermée au début de la guerre, puisque ça a fermé pendant quelques semaines. Et du coup, dès qu'ils ont dû fermer leur cuisine pour réouvrir le GAN, on a réfléchi quelques jours et puis on a dit allez, on reprend cette initiative, on continue, mais à la maison. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés chez moi et puis un peu voilà entre nous quoi, entre amis, avec les mamans, les mamies, les filles. Voilà, c'est un peu multigénérationnel. C'est toujours dans une super ambiance et on est content de se retrouver, on est content de se rendre utile. Et du coup, on a repris au début les contacts des gens qui avaient géré ça dans le GAN. Et du coup, on a commencé à leur demander, voilà, comment donnez-nous les contacts, les bases qui ont besoin, etc. Et puis après, c'était du bouche à oreille. Voilà. Le jour où on a démarré, d'abord, il y a eu dans un des groupes des Françaises de Givat Shmuel, il y a une fille qui a dit j'ai mon cousin qui est à la bordure de Gaza, ils sont 80, ils aimeraient bien des repas chauds, ils mangent que des sandwichs ou voilà, ce qu'on appelle les manottes Krav, c'est des boîtes de conserve en gros. Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Et puis j'ai dit bon, allez, on va le faire, on commence. Et on a commencé le jour même. Donc ça, c'était le premier repas qu'on a fait. Donc c'était pour une base située à Nir Oz, dans le sud. Et puis après, ça s'est enchaîné. Au début, on cuisinait, on a vraiment pris le rythme. On était 3-4 fois par semaine. Et puis après, on a réduit un petit peu parce que c'est bon, il faut continuer à mobiliser les gens. Il faut continuer à mobiliser les dons aussi, puisque ça coûte cher. Voilà, on veut faire des repas de qualité, des repas avec de la viande et puis avec tout ce qu'il faut. Donc, des salades, des crudités. Pour le Shabbat, on fait des repas complets avec les chalotes, les gâteaux, les salades, les plats, de tout. Merci Anouk Kalfa de nous avoir fait partager ces quelques moments qui nous rendent tous fiers. Mes 2 derniers intervenants sont français. Ils ont pris leur temps et ils sont partis aider Israël pendant 1 semaine et une autre 15 jours. Céline, vous êtes partie 1 semaine. Bonjour. Bonjour Alexandre. On se connaît. Je sais que vous aimez les voyages, mais là c'était du travail. C'était pas une partie de plaisir à laquelle vous souscriviez. Alors c'était quand même un mélange de tout ça. Alors bien sûr l'envie est venue très rapidement après le 7 octobre d'aider Israël. Je pense qu'on a tous eu ce besoin, cette envie. On a commencé en aidant en France, peut-être d'une manière financière, en répondant à pas mal d'appels qui ont été faits, en participant à des événements, etc. Mais c'est vrai qu'on avait l'envie d'aider plus concrètement Israël. Et donc, voilà, on a décidé de partir 1 petite semaine pour apporter une contribution au pays. Alors, nous, c'était principalement de manière centrée sur le bénévolat agricole. Il y a plein de moyens d'aider Israël. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place qu'on peut organiser depuis la France ou directement là-bas. Voilà, donc il y en a vraiment pour tout le monde. Et pour allier quand même un petit peu plaisir, aide. Avec les photos qui défilent pendant que nous nous entretenons, je crois que vous avez passé une bonne partie de votre séjour dans les champs. Ça n'était pas trop dur pour vous?
Ouais, effectivement, donc pas du tout habitué à ce type de travail. Alors on était donc effectivement nous c'était principalement agricole, donc dans des différentes exploitations. Alors on n'a pas eu trop de chance la semaine dernière, il pleuvait énormément en Israël, donc il y a pas mal de missions qui étaient annulées ou que voilà c'était un petit peu du jour au lendemain en fonction de ce qui était possible de faire ou pas. Euh, mais oui, il y en a qui sont un petit peu plus durs physiquement que d'autres. Les fraises, c'est un peu plus dur. On a fait sinon un jour de pluie du conditionnement de légumes. Donc ça, c'est un petit peu moins difficile. Voilà, et vraiment, c'est adapté pour tout le monde. On a rencontré des gens sur place, vraiment de tous les âges, notamment pour la cueillette de fraises, un monsieur français qui vit en Israël et qui est là-bas tous les jours depuis le 7 octobre pour aider. Voilà, c'est un monsieur d'un certain âge. Vraiment, c'est faisable pour tout le monde. Céline, qu'avez-vous appris sur vous-même lors de ce séjour? Bah, c'est vraiment l'entraide, l'amour du pays, de vouloir vraiment voilà, se dépasser, se lever tôt le matin, aller faire des choses voilà, c'est une forme de dépassement de soi pour faire quelque chose auquel on n'est pas habitué et vraiment tout ça guidé par l'envie d'aider et d'apporter une toute petite contribution à l'effort du pays parce que vraiment, que ce soit au niveau des agriculteurs ou au niveau des soldats, enfin de plein de choses, c'est le pays entier qui est touché et qui a besoin d'aide dans vraiment énormément de domaines. Merci Céline, merci pour votre intervention. Juste une dernière question, vous repartez quand? Ben, on y pense vraiment. On était très tristes de rentrer, de quitter tout ça et ça donne vraiment envie de retourner au plus vite pour aider à nouveau, sous le soleil cette fois. Léa Gottesman, bonjour. Bonjour. Vous êtes rentrée avec votre mari dimanche dernier d'Israël et vous y avez passé 15 jours en volontariat. Quel a été l'élément déclencheur? Vous n'êtes pas parti comme ça sur un coup de tête. Alors, nous, mon mari et moi, on est israéliens. On a vécu en Israël aussi quelques années dans les kibbutzim. Donc, on a vu qu'il y avait une demande en aide agricole. Donc, on s'est dit, ben, on va y aller. Et on a préparé ça à l'avance parce qu'on voulait tout de suite être opérationnel. Comme il y a énormément de groupes de volontaires qui se montent un peu dans tous les sens. Donc, on a essayé tout de suite de se bloquer des dates parce qu'il faut s'inscrire sur des formulaires. Donc, on avait notre première mission qu'on a bloquée de Paris. On a pris un billet avec El Al, il y avait simplement El Al. On a trouvé un endroit où dormir parce que ça, c'est la problématique en ce moment, vu qu'il y a énormément de gens déplacés à l'intérieur d'Israël qui sont dans les hôtels ou qui sont dans des Airbnb. Voilà, donc il fallait trouver un endroit. Euh, et, et puis nous, on a donc privilégié l'agriculture et aussi être dans des groupes mélangés. C'est-à-dire qu'on n'a pas choisi d'être forcément dans des groupes français qui sont organisés qu'avec des Français. Et puis, on est allé dans le Sharon, dans le centre d'Israël, pour cueillir des clémentines. Léa, comment vous avez été reçue sur place? Alors, les Israéliens, déjà, d'une façon, nous, on est allés dans plusieurs endroits différents. Là, le Sharon, c'est un moshav quand même assez riche. Bon, il y avait des gâteaux. Il y a des gâteaux. Ils nous expliquent un petit peu le fonctionnement de leur ferme, ce qu'on va faire, comment couper les clémentines. Parce que c'était les clémentines Ori qui sont le diamant des clémentines. Donc, je peux parler des clémentines longuement. Et ça, c'était le centre du pays. Mais aussi, on a voulu privilégier d'aller près de Gaza, dans le sud, car ils ont énormément besoin de main-d'œuvre, vu que tous les Thaïlandais étaient partis. Maintenant, on a vu quand on est rentré à l'aéroport qu'ils revenaient.
On a vu 50 Thaïlandais qui arrivaient. On a planté des choux, ce qui a l'air rigolo, mais c'est assez dur. Les Français qui ont peur parce qu'ils ne parlent pas l'hébreu ou très bien l'anglais, ça n'a aucune importance. Et franchement, on peut arriver avec 3-4 mots, je voyais les Russes, 3-4 mots en anglais, 3-4 mots en hébreu, et ça se passe bien. Merci Léa Gottesman. Autour de vous, vous devez encourager d'autres couples à faire la même démarche, sûrement. J'ai voulu, à travers cette émission, ouvrir une fenêtre sur la solidarité, l'entraide des Israéliens entre eux et celle des Juifs du monde entier, de la France en particulier. Pour Israël qui se défend, le coût de la guerre est exorbitant. La Banque d'Israël prévoit un net ralentissement de la croissance pour l'année à venir. Alors, si cette émission vous encourage à venir aider lors d'un prochain séjour, elle n'aura pas été inutile.